Dans le parc de la Courneuve, une fillette âgée de 7 ans a été retrouvée étranglée hier. L'autopsie indique qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle. Les enquêteurs lancent ce soir un appel à témoins. Les deux sœurs qui refusaient d'ôter leur voile à l'école ont été exclues définitivement d'un lycée d'Aubervilliers. Cette décision alimente le débat sur le foulard, jugé ostentatoire dans une société laïque. Réaction politique dans ce journal. Au Maroc, le roi Mohamed VI entreprend de révolutionner le code de la famille pour améliorer le statut des femmes. Un nouveau texte sur le divorce et le mariage sera voté. La répudiation et la polygamie seront très sévèrement encadrées. Rugby avec l'entrée réussie du 15 de France pour son premier match dans la Coupe du Monde. Les tricolores ont battu les Fidji 61-18. Des débuts prometteurs. Des danseurs en tutu qui exécutent sur des pointes les plus belles figures du répertoire. Ils sont américains. Les ballets Trocadéro offrent une parodie des plus grands classiques du vrai spectacle. Madame, Monsieur, bonsoir. Une fillette de 7 ans a été découverte sans vie hier dans le parc de la Courneuve. Après autopsie, on sait ce soir qu'elle n'a pas subi de violence sexuelle. L'enfant qui faisait du vélo après la sortie de l'école et qui a échappé un moment à la surveillance de sa mère a été retrouvé peu de temps après par des promeneurs. Aujourd'hui, le parc de plus de 400 hectares est passé au peigne fin. Les enquêteurs sont à la recherche du moindre indice. Caroline Gauthier, Jean-Marc Nouknouk. Le visage, le regard malicieux de Caddy, 7 ans, auront peut-être marqué les promeneurs du parc de la Courneuve. C'est en tout cas l'espoir de la brigade criminelle de Paris qui lance ce soir un appel à témoins pour recueillir toute information utile à l'enquête. Hier, en fin d'après-midi, le corps sans vie de la fillette est repéré par un promeneur. Des traces de strangulation sur le cou, les vêtements désordonnés. Quelques heures plus tôt, sa mère avait signalé sa disparition aux gardes du parc. Elle l'accompagnait pour une promenade à vélo. C'est alors que l'enfant a disparu. L'autopsie réalisée par 2 médecins légistes a permis de déterminer que l'enfant était décédé des suites d'une anoxie due à la strangulation. Mais aucune trace de violence sexuelle n'a été constatée. La mort par asphyxie, c'est ce soir la seule certitude dans cette enquête où aucune piste n'est écartée. On va interroger tous les gens qui sont proches de la victime, tous les gens qui l'ont côtoyée il n'y a pas longtemps, tout ce qui peut être emmené à porter un élément susceptible d'intéresser l'enquête. Dans cette impasse, au Bourget, tous connaissaient Caddy, débrouillarde et communicative. C'était une petite fille très, qui se méfiait pas des adultes ou des enfants. Pour elle, c'est la même chose. Et donc, elle sympathisait facilement. Bon, nous, ici, ça ne nous dérange pas parce que, je veux dire, ça paraît normal, vu qu'elle connaît tous les voisins de la rue. Mais après... Dans ces allées, peut-être l'indice qui mènera au meurtrier de l'enfant. Enfin, pour tous les témoignages, la brigade criminelle annonce ce soir la mise en place d'une ligne téléphonique particulière. La principale d'un collège de Narbonne avait été menacée de mort par un parent d'élève furieux de l'exclusion de son fils. Le père vient d'être condamné à 3 mois de prison ferme. Une nouvelle loi permet en effet de condamner toute personne menaçant notamment le corps enseignant. Véronique Aguillonne, Cyril Paquet. Ce n'est pas la première fois qu'un élève turbulent est exclu du collège. Mais mardi soir, les parents de l'enfant renvoyé n'ont pas accepté la décision. À l'issue du conseil de discipline, quand nous annonçons la décision, alors là, ça a été un éclatement total et donc des menaces de mort, enfin des injures très très grossières vis-à-vis, pas seulement de moi-même, mais de mes collaborateurs. La principale a porté plainte. Enseignants et certains parents d'élèves ont voulu que cette affaire ne soit surtout pas banalisée au sein de l'établissement. Les menaces de mort, pour moi, c'est extrêmement grave et j'estime qu'on n'a pas toléré ce genre de choses au niveau d'un collège, au sein d'un collège. Donc tous les parents d'élèves, on est tous ensemble, on fait bloc avec tout le personnel. C'est un collège de zone d'éducation prioritaire avec sa petite violence quotidienne. L'enfant venait de rentrer en 6e lorsque pour une dispute, il a été exclu définitivement. Sa famille, apparemment sans histoire, y voit une marque de racisme. C'est ce que le père menaçant ce jour-là n'aurait pas supporté. De toute façon, ça, il ne mérite pas d'avoir 3 mois pour avoir des... Mon père ne fait rien de mal, il a réussi sa vie, il est tranquille à la maison. Quand il revient du travail, il est tranquille. C'est sur le coup de les nerfs, quand il a appris que son fils était viré. C'est les colères que ça passe comme ça. Hein. Il ne pensait pas? Il n'y pensait pas, non, le pauvre, non, il ne pensait pas. Hein.
Pour les insultes proférées, la mère a été condamnée à 3 mois avec sursis. Le père, pour ses menaces de mort, est en prison pour 3 mois. 24 heures après la décision d'exclure définitivement du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers, Alma et Lila, les 2 jeunes sœurs qui refusaient d'enlever leur voile en classe, les réactions se multiplient. D'abord, je vous propose d'écouter à chaud les commentaires qu'ont suscité la sanction adoptée par le conseil de discipline de l'établissement. Vanessa Rouet, Romain Peteki. Parce que le sujet du voile à l'école fâche et divise, le conseil de discipline des 2 élèves voilés d'Aubervilliers s'est tenu dans un lycée de la Courneuve. Après 6 heures de débat, Lila et Alma Lévy viennent d'être définitivement exclus et l'ambiance n'est pas propice aux confidences. Vous avez l'impression que vous avez déjà choisi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, je l'avais déjà fait. Je suis passée parce que... Leur choix, ils l'avaient déjà fait. Non, s'il vous plaît, foutez-leur la paix. Je vous supplie de leur foutre la paix, vous les interrogerez plus tard. Sous le choc d'une exclusion qui ne s'explique pas, leur père s'efforce d'envisager leur avenir. Je vais essayer de négocier avec l'inspection académique leur inscription dans un autre établissement, où on aurait une équipe pédagogique moins intolérante que celle que nous avons eue ici. Maintenant, si ça n'est pas possible, on verra bien. Je ferai ce qu'il faut pour que mes enfants puissent faire des études. Laurent Lévy fera appel de la sanction prononcée, une sanction aussitôt dénoncée par le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. On vient d'exclure de ce droit et de cette liberté fondamentale qui est le droit à l'éducation pour peut-être quelques centimètres d'oreilles qu'on ne voit pas. Un peu plus tôt dans la soirée, certains professeurs venaient passer un tout autre message. Nous avons des élèves qui nous disent, eh bien, ne cédez pas. Ne cédez pas parce que si demain, finalement, il peut y avoir des élèves voilés qui rentrent dans l'établissement, c'est notre propre liberté qui risque d'être mise en cause. Tenus au silence, les professeurs présents au conseil de discipline, eux, n'ont pas souhaité s'exprimer. Au moment où le débat sur la laïcité s'engage à travers les auditions de 2 commissions parlementaires avec le principe d'adopter ou non une loi interdisant le voile à l'école, l'affaire d'Aubervilliers ne pouvait qu'alimenter la controverse entre les partisans d'une clarification législative et les autres plus ouverts à la simple application du principe de la laïcité. Florence Griffin. Aujourd'hui, sous les feux de l'actualité, la question du voile à l'école est loin d'être récente. La première affaire éclate en 1989, à Flers. Le Conseil d'État est saisi, il rend alors un avis qui fait référence. Pour lui, le port de signes religieux n'est pas incompatible avec le principe de laïcité. Mais cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seront portés, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande. Le problème, c'est que cette jurisprudence n'a pas résolu la question, de sorte que certains réclament aujourd'hui une loi, ou au moins une clarification. La règle, c'est que les religions, bien sûr, ont leur place, ça c'est l'affaire de chacun. Mais à l'école publique, c'est un endroit où la religion n'a pas à pénétrer. Voilà. De là à envisager une nouvelle loi, les enseignants s'interrogent. Une loi qui prétendrait avancer une solution toute faite, indépendamment de l'ensemble des problèmes de la laïcité, ne serait pas sans doute une bonne chose. Le Conseil français du culte musulman, en revanche, s'oppose clairement à toute nouvelle loi. Je pense que c'est absurde de faire une loi, parce qu'on ne peut pas faire une loi pour limiter une liberté personnelle, et même pour limiter une liberté religieuse. Nicolas Sarkozy, lui non plus, n'est pas favorable à une nouvelle loi. Il l'a répété cet après-midi, il suffit d'appliquer le principe de laïcité. La laïcité, c'est le refus du prosélytisme et le refus du caractère ostentatoire du voile. Donc ces règles doivent être respectées par tout le monde. 2 commissions planchent actuellement sur ce sujet. Elles devraient rendre leur avis d'ici à la fin de l'année. Au Maroc, le roi Mohamed VI décide de révolutionner la place qui est faite aux femmes dans cette société où jusqu'à présent la répudiation et la polygamie étaient pratiques courantes. Une réforme des lois du mariage et du divorce sera inscrite dans ce nouveau code de la famille qui devrait être adopté par le Parlement. La question faisait débat depuis longtemps. Le roi engage son pays à reconnaître les droits des femmes tout en préservant les préceptes de l'islam. Marie Skurko. L'audience est solennelle et le discours spectaculaire. C'était hier soir devant le Parlement marocain. Le roi Mohamed VI pose une question à ses députés.
Comment peut-on faire progresser notre société alors que les femmes subissent en permanence des agressions, des violences, des discriminations? Mohamed VI a déjà obtenu que 30 sièges au Parlement soient réservés aux femmes. Il veut désormais une réforme en profondeur du code du statut personnel des femmes marocaines. Ce matin dans les journaux, la population apprenait donc que les mariages ne seraient plus autorisés avant 18 ans, que la polygamie et les répudiations seraient soumises à l'approbation d'un juge. Autant d'éléments qui permettraient aux femmes de ne plus être considérées comme d'éternels mineurs. Je crois qu'il a donné beaucoup de droits à la femme. Parce qu'ici, vous voyez, pour les musulmans, pour la femme musulmane, il n'a pas beaucoup de droits. Ça peut les protéger contre les abus des hommes. Parfois, les hommes au Maroc abusent de leur pouvoir sur la femme. Je suis un peu inquiète du côté islamiste parce que je me demande si ça va pas provoquer quelques vagues. Déjà en mars 2000, ce dossier ultra sensible avait opposé islamistes et réformateurs dans les villes du pays. 3 ans plus tard, le roi revient à la charge, malgré les réticences persistantes. La société elle-même, dans les villages, dans les banlieues, n'est pas forcément en phase avec cette réforme, mais il faut que les élites portent le reste du pays. 5 mois après les attentats de Casablanca imputés aux islamistes, Mohamed VI fait le pari d'une modernisation de la société marocaine. Le Parlement doit désormais entériner sa réforme. La défense du droit des femmes, notamment, lui a valu de recevoir hier le prix Nobel de la paix. L'avocate iranienne Shirin Ebadi, quelques heures après avoir été récompensée, demande l'abolition de la lapidation et de l'amputation en Iran, une mesure nécessaire comme premier signe, dit-elle, de démocratisation. Jacques Chirac adresse une mise en garde à la Libye alors que les derniers délais pour trouver un accord sur l'affaire de l'indemnisation des familles des victimes de l'attentat du DC-10 expirent ce soir à minuit. Les discussions entre Paris et Tripoli semblent dans l'impasse. Amaury Guibert. Plus de 14 ans après l'attentat du DC-10 du TA, l'espoir d'une indemnisation s'amenuise chez les familles de victimes. Le 11 septembre dernier, pourtant, au Quai d'Orsay, elles annoncent la signature d'un accord avec la Libye. Il donne 1 mois à Tripoli pour conclure les négociations. Ce délai expire ce soir sur, semble-t-il, un échec. Du Maroc, Jacques Chirac a mis en garde le régime du président Kadhafi. Je veux croire que ces engagements seront tenus. Si d'aventure ils ne l'étaient pas, cela ne pourrait pas ne pas avoir, bien entendu, des conséquences sur les relations entre nos 2 pays. Pourtant, le 12 septembre, la France ne s'est pas opposée à la levée des sanctions pesant sur la Libye. Au Conseil de sécurité de l'ONU, elle n'a pas utilisé son veto. Aujourd'hui, elle n'a quasiment plus aucun moyen de pression sur Tripoli. Je crois qu'il va être très important d'obtenir un accord complet avant la levée des sanctions. Je dirais qu'on n'a pas réussi à le faire et la faute en revient aux Anglais et aux Américains qui ont mis une pression très forte pour arriver au vote. Car les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient obtenu de leur côté un accord sur l'indemnisation des victimes de l'attentat de Lockerbie, plus de 2 millions de dollars par famille. Pour le colonel Kadhafi, il y a dans cet accord l'espoir de retrouver une place sur la scène internationale. La nuit dernière, une explosion devant le centre des impôts à Paris, dans le 11e arrondissement de la capitale. La charge était de faible puissance. Quelques dégâts matériels, mais pas de blessés. Bercy condamne l'attentat. Alors que le nombre de morts diminue sur les routes et que s'ouvre la semaine de la sécurité routière, un exercice de simulation dans les Ardennes avait pour but aujourd'hui de tester la coordination entre les différents systèmes d'urgence. Ce plan rouge grandeur nature a mobilisé quelques 200 personnes sur l'autoroute entre Reims et Charleville-Mézières. Diego Garcia, Anthony Masto. Un scénario catastrophe. 12 voitures et un camion-citerne rempli d'acide sulfurique. Un carambolage inquiétant. Il ne s'agit là que d'une simulation, mais on s'y croirait. Est-ce que tu peux me fournir des moyens supplémentaires en colliers cervicaux et matériel d'oxygéno? 31 blessés, 2 morts. Les gendarmes ont déjà sécurisé les lieux de l'accident. Les pompiers, eux, libèrent peu à peu les victimes fictives. Le principe, ce sera de conditionner correctement nos victimes pour les envoyer sur un petit peu l'hôpital de campagne qui se situe directement sur l'autoroute. Direction le poste médical avancé. Pompiers et gendarmes solidaires dans la difficulté.
Pour cet exercice grandeur nature, la préfecture a déclenché le plan rouge. Un plan systématiquement mis en place lorsqu'un accident implique un grand nombre de victimes. En faisant davantage d'exercices, en entraînant l'ensemble des services concernés, c'est pour faire en sorte qu'il y ait le moins de cafouillage possible sur la situation réelle. Attention pour lever. Pompiers, gendarmes, SAMU, au total 200 acteurs. Une super production pour tester la coordination entre les différents services d'urgence. Pour la gendarmerie, commence maintenant un autre travail. L'ensemble des personnes qui sont intervenues ou qui ont eu à connaître l'accident sont entendues à titre de témoins, au fin, encore une fois, de déterminer les responsabilités et les causes de l'accident. L'opération a duré 3 heures. Aujourd'hui, c'était un exercice. Demain, ce sera peut-être la réalité. Les collisions en chaîne représentent près de la moitié des accidents sur autoroute. 2 ans après la fermeture de leur usine, les anciens salariés de Moulinex se sont retrouvés cet après-midi pour une grande photo de famille à Cormeilles-le-Royal, près de Caen. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore retrouvé d'emploi. Les ateliers de l'entreprise Moulinex devraient bientôt être détruits. Au chapitre consommation, vous l'avez sans doute noté, le prix des légumes frais s'est envolé le mois dernier. Plus de 22% d'augmentation, plus qu'un dérapage. Il s'agit en fait d'une conjonction d'éléments rattachés à la météo, canicule oblige. Et c'est le panier de la ménagère qui en fait les frais. Les explications Nathalie Moisan, Sylvain Gauthier. Je vais vous donner les petites pièces. Prenez les petites pièces là. Je prends tout ce que je veux. Les petites pièces. Soyez pas trop gourmand aujourd'hui. Sur ce marché parisien, la gourmandise se paie et même de plus en plus cher. Ils ont tous augmenté, y compris ce qui en général est d'un prix correct, les pommes, les poires qui sont des fruits de saison. Je ne dirais pas que ça a doublé, mais au moins 30%. Pas tout à fait. Plus 22% en septembre, les prix des légumes flambent. Pour cette restauratrice du quartier, la hausse est encore plus forte avec les fruits. Et les fruits, c'est plus cher, par exemple, le melon, le raisin, c'est cher. Les pommes, non, ça va. Après, ça va. Ça se maintient. Mais les pêches aussi sont très chères. La canicule estivale a accéléré la maturation des légumes. Résultat, des productions moins importantes en volume et des ardoises qui grimpent. C'est dû à la sécheresse, à tout ça. Alors les clients se plaignent, mais nous aussi, quand on achète à Rungis, c'est cher aussi. On trouve plus de produits français. À part les pommes, on a les pommes qui sont des pommes françaises. Sinon, pratiquement tout le reste, c'est des produits espagnols ou d'ailleurs. Sur un an, selon l'INSEE, les prix des produits frais, c'est-à-dire les fruits et légumes, les œufs et le lait, ont progressé de 14,7%. Un nouveau sondage sur les 35 heures. Hier, la tendance exprimée par les Français montrait qu'une courte majorité souhaitait conserver les 35 heures. Aujourd'hui, autre courbe de température qui va dans le même sens. Cette fois-ci, selon un sondage IFOP, le journal du dimanche, ce sont les salariés qui bénéficient de la réduction du temps de travail qui se disent à 66% satisfaits contre 34% de mécontents. Bruxelles assouplit sa position, ne demandant plus à la France de passer sous la barre des 3% de déficit en 2004. C'est ce qu'affirme le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires. Un interview apparaît dans Le Monde aujourd'hui. En revanche, il faudra que Paris, en 2005, respecte la règle des 3%. Le Conseil national du Parti socialiste marque clairement le lancement de la campagne des élections régionales. François Hollande appelle à un rassemblement de la gauche unie pour cette occasion dès le premier tour. Au programme également le projet de constitution européenne qui fait débat. Hélène Gude et Jacques Gérard. 21 têtes de liste socialistes au régional intronisées aujourd'hui, mais dans la plus grande discrétion. Car l'Europe leur a ravi la vedette. Réconciliés sur les 35 heures, les socialistes se divisent sur le projet de constitution européenne de Valéry Giscard d'Estaing. Les courants minoritaires disent non à un texte qu'ils jugent ultralibéral. Pourrons-nous encore être socialistes, progressistes et hommes de gauche dans une Europe qui sera frappée du sceau du libéralisme ? Un euroscepticisme qui gagne même certains proches de François Hollande. Du coup, les éléphants montent au créneau pour rappeler la tradition européenne du PS. Il s'agit pour les socialistes qui ont toujours été des fervents acteurs de la construction européenne de rester conformes à ce qui est une part de leur identité, à condition que le texte qui leur sera finalement soumis aille dans le sens d'un approfondissement de l'Europe politique, de l'Europe sociale. Soucieux de préserver l'unité du parti, François Hollande joue à la fois la carte de l'Europe et celle de l'exigence sociale.
une majorité de socialistes, une large majorité de socialistes, veulent pouvoir dire oui à cette future constitution européenne, mais ils veulent l'améliorer avant qu'elle ne soit présentée. Des améliorations qui seront sans doute difficiles à obtenir. Aujourd'hui, les gouvernements en Europe sont en majorité conservateurs. Le Dalai Lama fait salle comble à Bercy. Ils sont des milliers à avoir fait le trajet de province et même de l'étranger pour écouter dans une ambiance de méditation studieuse les enseignements du chef spirituel du bouddhisme tibétain, Stéphanie Davouegno et Alain Locaccio. Bercy transformé le temps d'une semaine en temple bouddhiste. Ils sont 13 000 à avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, la star, c'est lui. Bardé de garde du corps, il entre en scène pour 2 heures d'initiation au bouddhisme. Et tant pis si seule une salle de concert peut accueillir tout le monde. Faut quand même les mettre quelque part. C'est pas le lieu n'est pas marqué à tout jamais par l'image du rockstar. Maintenant, ça sera aussi un lieu où le Dalai Lama enseigne. Pour les 500 000 pratiquants en France, sa venue est un moment fort. Le Dalai Lama est le maître bouddhiste le plus médiatique. Les cours sont en tibétain. Long monologue de plusieurs minutes, traduit ensuite en français. Mais c'est l'esprit qui continue. Et ça, il peut continuer presque sans fin. On attendait ça depuis 1 an. Et c'est vrai que de voir vraiment le Dalai Lama, ça remplit complètement. Sa présence est tellement merveilleuse. Si tous les hommes, si tous les êtres avaient cette présence, vous imaginez la paix sur Terre? Dans la salle, les bouddhistes initiés côtoient les débutants. Il y a même des chrétiens et des musulmans qui sont venus chercher d'autres réponses. Le catholicisme, on est puni quand on fait pas bien, c'était comme ça qu'on a été élevé. Il n'y a pas de punition ici. Pas de punition, mais des principes pour affronter différemment la souffrance, le mal de vivre. Le prix de cet enseignement pendant 1 semaine, 200 €. Les bénéfices seront reversés à des associations humanitaires. Victime d'une erreur de diagnostic, un homme de 42 ans soigné pendant 3 ans pour un cancer alors qu'il n'avait qu'une tumeur bénigne. Il va toucher plus de 26 000 €. Le CHU de Rennes vient d'être condamné par le tribunal administratif à verser ce dédommagement. Lorsqu'Internet s'intéresse à notre santé, ou plus exactement à notre dossier médical, l'Institut Curie offre aux médecins et à eux seuls la possibilité de consulter l'ensemble des données qui constituent le dossier d'un patient. Le but est d'améliorer et de faciliter le suivi du malade. Nicolas Châteauneuf, Régis Maté. Bienvenue dans la salle des archives de l'Institut Curie. Sur ces rayons s'entassent les dossiers de 380 000 patients atteints de cancer qui ont dans leur vie été suivis par l'établissement. Mais très bientôt, ces dossiers médicaux seront numérisés et stockés dans cette seule armoire informatique. Une révolution qui ouvre la voie à de nouvelles pratiques médicales. La plus spectaculaire, un médecin extérieur peut dorénavant consulter par Internet le dossier médical de son patient suivi à l'Institut. Chaque examen est enregistré, trié et synthétisé. Ces informations sont ensuite visualisées et commentées de chez lui par le médecin extérieur. Plus d'échanges de courrier ni de délai pour une meilleure prise en charge du patient. Aucun soignant en cancérologie ne dispose à lui seul de l'ensemble des compétences et des compétences techniques pour prendre en charge un malade. C'est donc une prise en charge de qualité suppose la coordination entre tous ces acteurs différents. Pour conserver le secret médical, le médecin n'aura accès qu'au dossier de ses propres patients. Il devra en outre garantir son identité par l'intermédiaire d'une carte à puce ou d'un mot de passe. Reste le problème de la sécurité des données. Nous avons pris toutes les précautions possibles sur cet aspect-là, en demandant à des spécialistes du piratage, par exemple, d'essayer d'accéder à ces données. Ils n'ont pas réussi, nous en avons la garantie. Grâce à ce nouveau système, l'Institut Curie espère améliorer le diagnostic, le traitement et la surveillance des malades. Reste à convaincre, bien sûr, les 35 000 médecins qui les suivent à l'extérieur. On pensait que l'utilisation du préservatif ne pouvait faire que l'unanimité face à l'épidémie du sida, seul moyen pour se prémunir d'une éventuelle contamination. Or, voici que certains responsables catholiques en Afrique développent une thèse médicalement absurde et dangereuse. C'est ce que montre ce document de la télévision britannique. Agnès Varamian. L'enquête de la BBC se déroule au Kenya. 30 millions d'habitants, 2,5 millions de personnes infectées, 700 morts par jour. Mais suivant le dogme de l'Église, les évêques s'opposent à l'utilisation de préservatifs comme moyen de prévention. Ils les rendent même responsables de la propagation du sida. Le sida se propage si vite à cause de l'accès facile aux préservatifs. Les préservatifs sont responsables du sida ?
Oui, je vous explique. Si vous donnez des préservatifs aux Kenyans, c'est une incitation à la sexualité. Le pape Jean-Paul II a toujours prêché que seule la chasteté et l'abstinence pouvaient protéger du sida. Pas un mot sur les préservatifs. Mais au Vatican, des évêques ultra-conservateurs prétendent que les préservatifs peuvent tuer. Est-ce la position du Vatican de considérer que le virus du sida passe à travers le latex des préservatifs? Oui, parce que c'est aussi quelque chose qui est accepté par les scientifiques. Vous ne pouvez pas parler de sexe sans risque. Mais pour les scientifiques, seul le préservatif réduit de 90% les risques de contamination. La position de l'Église fait appel à la bonne volonté, au caractère des gens pour résister à la tentation. Mais en fait, c'est une position irresponsable. L'argument scientifique semble donc en Afrique supplanter l'argument moral défendu par un pape toujours intransigeant sur la contraception et l'avortement. En France, les plages de Dieppe, Fécamp et du Havre ont été touchées par une pollution aux hydrocarbures cette semaine. Des dizaines de galettes de fioul se répandent depuis lundi sur les plages de la Manche et de la mer du Nord. Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de cette pollution. Des prélèvements ont été effectués. Les résultats seront connus dans 10 jours. Venons-en à la plus importante manifestation de VTT au monde. Elle réunit plus de 12 000 participants. L'occasion de constater une nouvelle fois le désastre provoqué par les incendies de l'été, puisque la course a comme parcours la traversée du massif des Morts. Olivier Théron, Frédéric Serrelli. De la couleur, enfin. Depuis le 17 juillet dernier, depuis qu'elle a brûlé, la forêt des Morts restait un tapis noir peuplé d'arbres nus. Ces passionnés de VTT viennent de toute la France pour le Rock d'Azur, pour la course, pour la fête du vélo, mais aussi pour cette forêt. C'est au ravitaillement que les concurrents prennent la mesure du décor. J'ai démissionné, moi. Je pense que ça permet aux gens de se rendre compte de ce que c'est, de ce qui a pu se passer. Mais... Bon, ça vous coupe pas les jambes? Non, pas les jambes, mais la parole. La parole. Au bord du chemin, le rouge des pompiers du Var, tant de fois vu cet été. Depuis les incendies, c'est leur première visite dans les bois calcinés. De retourner dans la forêt comme ça, c'est un peu particulier, c'est vrai, avec le Rock d'Azur. Ce qui est quand même assez sympathique, entre guillemets, c'est qu'on s'aperçoit quand même que la végétation commence déjà à repousser. Sport nature, le VTT et ses adeptes sont forcément des défenseurs de l'environnement. Le Rock d'Azur, qui fête son 20e anniversaire au milieu des cendres, ne pouvait rester sans réagir. Une opération Un arbre, un concurrent pour reboiser la colline a été menée dans le sens où chaque concurrent participera d'1 € pour reboiser la colline. La forêt varoise a retrouvé des couleurs, en tout cas pour un week-end. Tous les styles de vélo sont venus s'y montrer. Mais dans l'effort solitaire, c'était peut-être un peu plus difficile dans ces paysages désolés. Très dur, ça, moi-là. Belle entrée du 15 de France dans la Coupe du Monde. Les tricolores ont battu les Fidji 61-18. Une large victoire très attendue par l'équipe emmenée par Bernard Laporte et qui va doper le moral, si besoin en était, des Bleus avant leur prochaine rencontre. Christophe Duchiran, Jean-François Renaud. Peu nombreux mais bariolés, repeints de la tête au drapeau en bleu-blanc-rouge. Ils n'avaient pas le visage pâle, nos supporters tricolores du bout du monde, mais des bérets basques et des bouilles réjouis en attendant que le spectacle commence. En voyant le début du match des Bleus, les plus inquiets ont perdu des couleurs. C'était le cadre moyen des Bleus bleu pâle. Le deuxième ligne fidjien Naevo marque le premier essai du match. La France est menée 8-6. Mais grâce à l'adresse de Michalak sur pénalité et grâce à un jeu bien en place, le 15 de France réagit. Superbe essai d'école de Dominici qui fait un bisou au ballon. Juste avant la mi-temps, tornade bleue sur les Fidji. Harry Nordoki en force et en famille. Au repos, sourire, la France mène 24-8. Mais à la reprise, on rêve. Gare aux Fidjiens qui, avec des miettes, font un festin. 42 minutes de jeu, Coco, l'ailier rapide, traverse le terrain et transperce la défense tricolore. À ce moment du match, la France ne mène plus que de 6 points, 24-18. Heureusement, après un moment d'égarement, les Bleus reviennent sur terre. Tony Marsh pour Yannick Josion qui file dans l'embut, essai, 37-18. Les Fidjiens commencent à payer l'addition et après l'addition, café, cigare, bagarre. En Australie, des Français et des Fidjiens font commerce de coups de poing. C'est ça aussi, la mondialisation des échanges. Le reste du match est nettement à l'avantage des Bleus. Josion, bien servi par Tony Marsh, inscrit son deuxième essai. Et bientôt son troisième essai. Et puis ce sera au tour d'Ibanez et de Dominici pour finir. Le score 61-18. C'est juste un premier match.
qui récompense peut-être aussi les 2 mois et demi de travail sans trop savoir comment se passe l'entrée dans la compétition. Et là-dessus, c'est bien, je crois que ça va donner la confiance pour tout le monde. Si le 15 de France avait quelques doutes, le voilà désormais avec quelques certitudes. Certes, on a encore le temps de s'emballer, mais sait-on jamais. Et si le bleu était à la mode ce printemps en Australie? Les collections du prêt-à-porter avec aujourd'hui sur le podium les créations de Julian McDonald chez Givenchy. Des robes en coton, en crépon ajouré de dentelle, des volumes de jupes sur des vestes d'inspiration victorienne, de la couleur et de la légèreté pour ce jeune gallois de 29 ans. Chez Chloé, la dégaine des filles rappelle les années 70, des pantalons en toile de parachute dont Phoebe Philo assure la création depuis 2 ans maintenant. Le succès de ces 2 stylistes fait figure d'exception dans un monde où il est difficile d'exister, à moins que l'on ait, et c'est leur cas, l'appui d'un grand groupe financier. Peu d'élus, comme le montre ce reportage d'Estelle Collin et Jean-François Monnier. Isabelle Marant est à la tête de sa propre marque. Tu me l'as remis sur le portant là-bas. Une PME d'une 50aine d'employés, une réussite exemplaire dans un secteur en crise. Je suis souvent citée comme exemple, comme étant une des créatrices indépendantes qui a réussi à s'autofinancer sans l'aide de financiers extérieurs. Ça comme ça. Car sans capitaux, la mode, c'est souvent l'aventure. Une expérience dont José Lévy a fait les frais. Créateur encensé par la critique, il a dû récemment baisser le rideau. Son travail aujourd'hui se limite à cette double page dans un catalogue de vente par correspondance. C'est une histoire qui a commencé à 10 ans, qui s'est développée de façon régulière et à un moment, effectivement, dans le stade de développement, les moyens financiers ont manqué. Et tout d'un coup, on se retrouve face à un mur et j'étais obligé de mettre la clé sous la porte. Le dernier conte de fées en date, c'est lui, Olivier Teskens. Car la seule chance d'exister ou presque pour un créateur, c'est d'être repéré par un grand groupe financier. À 26 ans, il a mis sa propre marque en sommeil pour embrasser la sécurité d'un contrat. Car par les temps qui courent, il ne suffit plus d'être la coqueluche des rédactrices et le jeune premier de la profession. J'ai vraiment eu la certitude que c'était sans doute là le projet que j'attendais depuis longtemps. Je connais pas mal de jeunes créateurs, on s'entreconnaît un petit peu et je sais que la vie n'est pas évidente pour eux en ce moment. Fermeture d'enseignes, plans sociaux, avec 15 000 licenciements par an, l'avenir est plutôt sombre. Stéphane Escher est actuellement en tournée en France. En concert, il interprète les titres de son dernier album et bien sûr les classiques de son répertoire. Olivier Lenuzza et Dominique Bonnet. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permets, des États-Unis en paix. Les États-Unis en paix. L'échappée belle de Stéphane Escher. Et le ciel ce matin. Le ciel de Montmartre, Paris ou ailleurs. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café. Certains désirent voyager en classe affaires. Lui voulait traverser une partie de l'Europe en taxi. Rêve qu'il exauça à l'occasion de la fabrication de son dernier album intitulé Taxi Europa. Un voyage de 2700 km, le parcours. Hambourg-Palerme. Et entre l'enregistrement et le mixage, on a fait ce voyage. Et parce que Taxi Europa, je ne vais pas à pied là-bas, j'ai pris un taxi. Aujourd'hui, Stéphane Escher a pris le taxi direction le Grand Rex, une scène parisienne sur laquelle il se produira dans quelques jours. Premier réglage. Et moi, je suis où? Dans la pièce, le centre magique. Un concert, ça commence vraiment de trouver le bon point là. Si c'est pas le bon point, ça peut être foutu. Un artiste en quête d'aventure. Je me force même de faire des promenades. Je crois que tout le monde devrait faire ça. Ça m'énerve si je bouge de quelque part avec un but. Je crois que c'est la fin de notre indépendance un peu. On nous a donné les mauvaises prières. Il est attaché au vieux continent et fier de ses racines, de ses origines ziganes. Le voyage dans le sang, Stéphane Escher va de salle en salle, de ville en ville, au gré de ses envies. On nous a donné les mauvaises prières. On a oublié.
Lorsque le ballet allie le talent, la performance et l'humour, des danseurs en tutu, magistrale démonstration sur des pointes, une troupe de danseurs américains qui parodie le répertoire classique au théâtre Mogador, Trocadéro nous offre un spectacle étourdissant. Claude Crespo, Daniel Lévy. La mort du cygne. Des milliers de versions, mais aucune à ce jour aussi tragicomique. Parmi les 16 danseurs de la troupe, un seul Français, Lionel, arrivé il y a 2 mois seulement. Il s'étonne encore de jouer les petits rats avec des chaussons. Pointure 43. Auto-interview. Qu'est-ce que ça change pour un danseur de formation classique de danser sur pointe? C'est l'axe du corps, c'est l'équilibre sur l'axe du corps qui est complètement différent, car on est juste sur quelques centimètres carrés de pointe, et c'est aussi la douleur dans les pieds qui change. Et sur scène, Lionel devient Irina Bakpakova. Bousculer les conventions de la danse. Pour autant, ces garçons possèdent une technique classique irréprochable. Nous ne dansons pas comme des femmes, nous dansons avec tutu, perruque et sur les pointes pour créer un effet comique. À leur répertoire, entre autres, Paquita, une espagnolade chorégraphiée il y a un siècle par Marius Petipa, mais aussi Balanchine ou Jérôme Robbins. Et côté public, dans le monde entier, succès incontestable. C'est comique et c'est des vrais grands danseurs parce qu'ils sont sur les pointes tout le temps. Leur premier public, il y a 30 ans, la communauté gay de Broadway. Depuis, cette troupe a joué dans le monde entier, revisitant la danse classique pour le meilleur et pour le rire. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo. Nathalie Riouet, 20h55, l'hymne à la môme, un hommage à Edith Piaf, présenté par Michel Drucker et Charles Aznavour. Demain à 7h dans Tube Café, Catherine Sellac reçoit Gina Lollobrigida. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de Biarritz et de surf. Depuis quelques jours, la ville basque accueille une épreuve des championnats du monde de windsurf. Up and riding. That's big bottom turn. There's that swooping car turn of tailing off this.